le divorce, la nécessité du divorce et en bonus, on va traiter le divorce en 13 points et en 14, je vous donnerai hmm, la nécessité, enfin la séparation. Je parlerai de la séparation productive et la séparation négative. Ça, c'est un bonus. Ce sera à la fin de la vidéo. Donc, vous êtes marié avec une personne que vous pensez aimer, que vous aimez, et un jour, après plusieurs années de vie commune, vous décidez de divorcer. Très bien. C'est une décision qui vous appartient. Donc, voilà. Les choses sont posées et donc la décision est prise. On peut se séparer pour plusieurs raisons. Souvent, on se met avec une personne et on croit la connaître. On l'aime, on décide de se marier, on passe du temps ensemble, on construit ensemble, on investit ensemble. Et puis un jour, on se rend compte que la personne avec laquelle on est marié ne correspond plus à nos attentes. Pour plusieurs raisons. Soit la personne a un emploi du temps qui est décalé. Par exemple, dans la médecine, lorsque vous êtes médecin, vous décidez de vous marier avec une personne aussi qui est médecin. Et finalement, lorsque vous faites les 3-8, lorsque vous êtes voilà, en service et que la personne est aussi en service mais en décalé, vous vous rendez compte que finalement, vous ne voyez pas la personne avec qui vous êtes en couple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir certains emplois du temps qui puissent permettre d'avoir une vie de famille épanouie. C'est-à-dire de commencer aux mêmes horaires et de terminer aux mêmes horaires. Que l'autre puisse être à la maison pour préparer les repas, passer l'aspirateur, faire un peu de ménage, faire le repassage, des choses comme ça. Le fait d'avoir des employés de maison ne change rien à cela. Parce que même lorsque vous avez des employés de maison, ces employés de maison feront les choses pour lesquelles elles sont employées. Et même en faisant une liste de tâches à effectuer, vous allez rentrer à la maison et puis vous aurez des choses aussi à faire. Et souvent, voilà, les choses ne sont pas faites comme il faudrait ou comme vous auriez aimé que ce soit. Mais bon, ça ne change rien. Ça ne change rien, la question. Et puis l'autre commence à vous manquer, en fait. C'est sa présence qui vous manque. Et puis, lorsque la présence ne manque pas, mais que tout est parfait, que vous avez les mêmes horaires, que vous êtes ensemble, que vous êtes ensemble les week-ends, les vacances. Par exemple, si vous êtes un couple de fonctionnaires. Il y a certaines choses qui vont commencer à vous déranger chez l'autre. Ces choses-là arrivent souvent parce que il y a des questions auxquelles vous n'avez pas répondu avant. Pas dans le sens de questionner la personne. On n'est pas non plus à tourner manège, comme ça se faisait à une certaine époque, lorsque j'étais petite. Je regardais ça lorsque j'étais petite. Mais simplement, des fois, on s'engage avec une personne sans vraiment la connaître. On croit la connaître, mais franchement, on ne la connaît pas vraiment. Ça n'empêche pas que on aime cette personne. La question de l'amour est importante,
Parce que le fait d'aimer la personne va faire en sorte que l'on va supporter certaines choses. Quand je dis supporter, ça ne veut pas dire supporter n'importe quoi. Quand je dis supporter, ça veut dire que l'on va accepter, par exemple, certaines choses qui nous dérangent chez l'autre. Mais comme on aime cette personne, c'est différent. Parce que lorsqu'on aime cette personne, on sait aussi que cette personne a une capacité d'absorption, de compréhension et de mise en exécution. Donc, déjà, la première chose, je pense que avant de vouloir divorcer, il faut déjà, moi je suis pas là pour vous dire de ne pas divorcer. C'est pas du tout ça, au contraire, hein. Si vous voulez divorcer, divorcez. Je vous explique simplement le mécanisme du divorce. Comment ça se déroule, comment ça va se déployer tranquillement. Déjà, en 2, donc là, on a vu le 1, donc là, le 2, se questionner. Déjà, pourquoi vous vous êtes mariés? Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous vous êtes mariés avec cette personne? Est-ce que vous vous êtes mariés avec cette personne parce que cette personne est du même milieu social que vous? Est-ce que vous vous êtes mariés avec cette personne parce que cette personne, elle est belle physiquement et que cela vous a attiré et que vous vouliez cette personne pour avoir des enfants avec elle et pour finir votre vie avec cette personne? Est-ce que vous vous êtes mariés avec cette personne parce que cette personne était beaucoup plus jeune que vous et donc vous avez pensé que cette personne allait s'occuper de vous jusqu'à la fin de votre vie? Est-ce que vous vous êtes mariés uniquement parce que cette personne, a des ressources financières importantes? Donc cette personne, serait là, heu, pour vous. Surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est vrai que les ressources financières pèsent un certain poids et c'est vrai. Donc toutes ces questions de savoir pourquoi s'être marié, c'est très important. Donc il faut vous questionner là-dessus. Pourquoi s'être marié? Pourquoi je me suis mariée? Pourquoi? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi? Donc lorsque tu pourras répondre à cette question, tu sauras aussi la conclusion. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que quand, on connaît la solution, on fait le déroulement et on sait. On peut faire le sens inverse aussi. En 3, alors, il y a aussi cette, problématique de manque de recul. C'est très étrange parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes, surtout, dans les, niveaux enfin les niveaux, j'allais dire les niveaux inférieurs, mais c'est pas péjoratif lorsque je dis ça, c'est parce qu'en fait, je manque pas mal de vocabulaire. Enfin, j'en ai beaucoup, mais le problème, c'est que je les utilise très mal, par moment, pas toujours. Mais quand il y a certains sujets qui me tiennent à cœur, j'ai tendance à me fermer et donc je parle du manque de recul pour vous tendre une perche et vous demander de vous poser des questions. Avant de vouloir divorcer, est-ce que vous avez pris suffisamment de recul par rapport à la situation pour voir si ce divorce est vraiment utile ou inutile? Parce qu'il y a d'autres solutions que de divorcer. Dit comme ça peut paraître assez facile. Surtout des personnes qui sont dans des couples où il y a des abus. Des abus sexuels sur les enfants, par exemple. Où il y a de la violence aussi, qui est faite par rapport à la femme, par rapport à l'épouse. On est dans des situations où il y a
effectivement eu un manque de recul. C'est-à-dire que dans ce genre de situation de violence qui se pose après le mariage, il n'y a pas eu suffisamment de recul pour voir les signes avant-coureurs qui montraient de la violence. C'est souvent parce que vous voulez vous marier avec une personne que vous jugez simplement sur le physique et sur les 3 phrases que cette personne peut sortir à la journée. Or ça, c'est un parallèle à la prostitution sociale. La prostitution sociale, c'est lorsque on se met avec une personne uniquement parce que cette personne fait partie du même milieu que soi. Or, on a vu, l'histoire nous a montré que l'on peut être du même milieu social, par exemple des couples de médecins, des couples autres, d'ingénieurs ou autres. Vous pouvez être ensemble et être avec une personne qui est du même milieu social que vous. Par exemple, si vous êtes dans la haute bourgeoisie, vous pouvez vous mettre avec une personne qui est du même milieu que vous. Mais ça n'empêche pas que la personne, elle vous tape dessus tous les soirs. Et ça, je pense que je n'ai rien inventé et je ne vous apporte absolument rien là-dessus. Et souvent, certaines personnes se mettent ensemble parce que les familles ont décidé, dans certains milieux de la haute bourgeoisie, de se mettre ensemble parce que l'autre en face apporte quelque chose, soit une grosse société, par exemple immobilière, dans toute la France, par exemple, et vous arrivez et ben vous êtes juste dans la médecine, à la limite, vous avez juste une pharmacie ci et là, hein, et vous avez des restes de ce que vous avez pu récupérer dans les territoires post-coloniaux. Donc, donc vous décidez de marier votre fille à cette personne, même si physiquement, cette personne ne correspond pas à vos attentes. Donc, vous pourriez vous retrouver à marier Blanche-Neige avec Bolos de Notre-Dame. Voilà, donc voilà, maintenant, 4, on va voir la pression sociale. La pression sociale, souvent, la pression sociale va demander à vous marier, à vous mettre en couple, à faire des enfants. La pression sociale, c'est un microcosme, en fait. Ça se passe vraiment dans un tout petit groupe. La pression sociale, il n'y a personne qui va vous mettre une pression pour vous marier ou pour divorcer, hein. C'est simplement que ça se passe dans un petit groupe, et puis il faut vous poser des questions. Mais pourquoi et pour qui? Si vous arrivez à vous poser cette question et avoir les réponses, bon, déjà, vous saurez le pourquoi et le comment. Pourquoi je divorce? Pourquoi je ne divorce pas? Pourquoi je ne devrais pas divorcer? Pourquoi je devrais continuer? Pourquoi, trouver d'autres solutions? Ensuite, le divorce implique non seulement le couple, l'homme et la femme, mais aussi les enfants. Je suis désolée, hein, j'ai pas fait l'inclusive en mettant homme-homme, femme-femme, je ne sais quoi. Bon, moi j'ai rien contre ça. Je suis même totalement pour, mais simplement vous n'allez pas vraiment trouver ça ici pour l'instant. Parce que bon, j'ai d'autres sujets à traiter plus importants, plus intéressants, que de savoir si X ou Y veulent se mettre avec X et Y. Donc ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. Donc moi je parle des hommes et des femmes qui sont mariés. Le reste viendra plus tard. Donc, lorsqu'on se marie ensemble et qu'on a passé un certain temps ensemble, il est tout à fait normal pour un homme et une femme d'avoir des enfants.
Donc, lorsque l'on divorce, lorsque vous prenez la décision de divorcer, avant même de prendre la décision de divorcer, il faut déjà, si vous avez des enfants, peu importe leur âge, peu importe l'âge des enfants, si vous avez des enfants ou des enfants en devenir, par exemple si vous êtes enceinte et que vous décidez de divorcer, il faut déjà penser aux enfants. Comment allez-vous faire pour élever vos enfants? Et je ne parle pas de l'aspect financier, ça c'est secondaire. L'aspect financier est secondaire. Lorsqu'on parle de divorce, comment allez-vous faire avec vos enfants? Comment vos enfants vont exister dans cette sphère où il y a un parent qui n'est plus là, qui est absent? Là aussi, ce sont des questions qui sont importantes à se poser. Pour l'instant, je pose beaucoup de questions, je donne peu de solutions, c'est tout à fait normal. C'est pour vous emmener à vous questionner. Ensuite, je vais parler aussi en 6 des couples qui ont des enfants, donc qui sont mariés, ils ont des enfants, grands, petits. On va parler des petits parce que les grands, ils peuvent éponger. Vous avez des enfants, donc vous décidez de divorcer, mais vous vous disputez. Vous vous disputez devant les enfants. Est-ce que vous trouvez ça responsable de vous disputer devant les enfants? Si vous vous disputez pour une salière ou une bêtise devant les enfants, c'est très bien, ça passe. C'est très bien. C'est bien que des parents se disputent devant les enfants. C'est très bien parce que ça les construit. Ça leur montre aussi quelque part ce que l'on doit accepter dans un couple et ce qu'on ne doit pas aussi accepter dans un couple. Il n'y a absolument aucun problème à se disputer devant les enfants. Absolument aucun problème. Tant que on n'atteint pas un certain niveau. C'est-à-dire que, en fait, les disputes doivent rester à un niveau assez neutre. On peut se disputer, hausser le ton, il n'y a pas de problème. Mais ça doit rester quand même assez neutre. Il faut un barème. Et vous devez avoir le même barème. Même si vous décidez de divorcer, même si vous n'êtes pas en accord tous les deux, vous devez avoir le même barème si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous voulez vous disputer au point de vous entretuer, et c'est votre problème, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez des enfants, vous devez avoir le même barème. C'est-à-dire que si les disputes doivent aller trop loin, vous devez absolument avoir un barème pour pouvoir tamponner la dispute, pour que ça se calme à un certain niveau. Parce que se disputer trop fort devant les enfants, ce n'est pas bon non plus. Vous avez pris la décision de faire des enfants tous les deux, et même si vous êtes tombée enceinte par hasard, tout en étant mariés, vous avez accepté le fait d'avoir des enfants et de ne pas faire naître vos enfants sous X. Vous aviez cette possibilité, vous n'avez pas choisi cette possibilité que vous êtes offerte. Donc, parce que vous êtes dans un pays où ces possibilités sont existantes. Donc, vous n'avez pas choisi cette possibilité, vous auriez pu faire naître vos enfants sous X, vous ne l'avez pas fait. Votre mari non plus ne l'a pas fait. Donc, vous êtes tous les deux responsables. Vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes responsable de ce que vos enfants vont penser de vous. Vous êtes responsable de la construction cérébrale de vos enfants. Vous êtes responsable de comment vos enfants, dans le futur, vont construire leur vie de couple. Vous êtes responsable dans le futur aussi, et même à partir de maintenant, à partir du moment où vous avez des enfants, de la manière dont vos enfants
se construisent intellectuellement pour construire leur vie. Donc, vous n'avez pas d'excuses. À partir du moment où vous avez des enfants, le divorce doit être traité de votre côté de manière très intelligente. Je ne dis pas de manière intelligente, je dis de manière très intelligente. Et si vous n'avez pas cette capacité d'intelligence, vous pouvez vous faire aider, non pas par des psychologues de bas étage, des psychologues qui ne comprennent pas grand-chose, des psychologues qui vont vous écouter, des psychiatres. Non, non, vous n'avez absolument pas besoin de tout ça. Vous pouvez faire un travail personnel sur vous-même. Quand on fait un travail personnel sur soi-même, on se remet en question. Quand on dit on se remet en question, on n'écoute pas un coach à droite, à gauche, on n'écoute même pas quelqu'un comme moi qui parle, simplement on s'écoute soi-même. On s'écoute soi-même et on voit ce qui ne va pas chez nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas et que tu aimerais changer? Analyse par rapport à la situation que l'autre te reproche. Est-ce que l'autre te reproche quelque chose de vrai? Si ce que l'autre te reproche est simplement de ne pas ramener suffisamment de finances par rapport à votre situation, c'est bancal. Si ce que l'autre te reproche, c'est simplement l'aspect financier, c'est bancal. Si ce que l'autre te reproche, c'est autre chose, c'est par exemple moins d'attention, moins de câlins, moins de présence. Ce sont des choses comme ça, des petites choses comme ça qui construisent le couple le couple et qui façonne en fait, qui façonne et qui nettoie toutes les facettes en fait. Voilà. Si toi, par exemple, tu sais que tu apportes telle ou telle chose dans le couple et que tu penses que tout va bien dans ce couple, c'est ton point de vue, c'est ton angle de vue. C'est toi qui vois que tu apportes telle chose. Et n'oublie jamais que lorsqu'il y a des problèmes aussi graves, c'est toujours toi qui vois les choses de ton point de vue. Ton point de vue ne veut pas dire que l'autre voit la situation de ton point de vue. D'accord? Tu étudies une sphère. Tu étudies par exemple un cercle. Tu étudies un cercle et toi tu vois ce cercle, tu vois simplement les 180 degrés de ce cercle. Et tu sais que tu apportes la totalité de ce cercle. Tu apportes 180 degrés d'existence. Simplement, l'autre en face peut voir que 60% de ce cercle. Si l'autre voit que 60% de ce cercle, ça veut dire que tout le reste, ça t'appartient. Cela signifie que parfois, dans une situation, tu peux penser que tu apportes tout. Mais l'autre en face n'a pas ce sentiment que tu apportes tout. Donc, il va falloir aller chercher ce que l'autre attend. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être systématiquement en situation d'attendre de l'autre, de savoir, surtout lorsque tu décides de te séparer, donc de divorcer. Donc, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Ensuite, je passe en 7. Au niveau des contrats. Alors, la plupart des personnes vont vous conseiller si vous avez des biens. Donc, si vous avez des biens, pas mal, on va vous conseiller, surtout vos parents vont vous conseiller de faire des contrats prénuptiaux, donc des contrats pour faire la séparation des biens. Enfin bon, ça vous pouvez le faire. Si c'est intéressant, vous pouvez le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Lorsque vous avez des biens et que vous êtes marié, vos biens vous appartiennent. Sauf si vous faites des contrats, vous faites des décisions. Ça, je vous en parlerai plus tard. J'ai pas l'intention d'en parler maintenant parce que bon, c'est assez compliqué. Il faut rentrer vraiment dans les détails. Et des détails vraiment très, voilà, c'est compliqué. Surtout en France. Donc, je pense que le mieux, si vous avez confiance en la personne et que vous avez des biens et que la personne vous propose un contrat en communauté, par exemple, des biens, ben, vous vous mariez comme ça. Vous pouvez vous marier sans contrat. Puis, ben, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions qui se passent à l'étranger. Il y a des solutions qui sont vraiment très intéressantes, sans même que la personne avec qui vous êtes marié soit au courant. Il y a des solutions qui sont vraiment très extrêmes. Mais bon, je pense que je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais peut-être que si vous avez des doutes, vous pouvez proposer à la personne de faire un contrat avant de vous marier. Voyez ce que la personne pense. Si la personne elle est d'accord, vous le faites. Si la personne elle n'est pas d'accord, ben vous faites en communauté des biens. Vous ne faites pas de contrat en fait, vous ne faites aucun contrat. Et puis vous vous mariez. Hein. Mais bon, après, moi, ça me dérange un petit peu la question des contrats parce que en fait, on tombe un petit peu dans la prostitution sociale et moi, ça me dérange. Donc, il faut vraiment, ça me dérange parce que en fait, d'un côté, voilà, je vous dis, bah, mariez-vous, voilà, divorcez, faites ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, cette question de contrat, ça amène aussi à se positionner sur d'autres plans. Donc, moi, j'ai jamais été pour hein, ces histoires de contrat de mariage. J'ai jamais été pour parce qu'en fait, si vous êtes très assuré, très sûr de vous, vous êtes bien entouré dans votre tête. Et pas que dans votre tête, normalement, même si vous avez énormément de biens et que vous vous mariez avec une personne et que cette personne n'a pas vraiment quoi que ce soit en face, les choses se passent normalement. Donc vous n'avez aucune raison d'être spolié. Après, si les choses arrivent, c'est que quelque part, vous avez commis quelque chose, une faute. Ou la personne a commis une faute. Voilà. Mais bon, enfin, on en parlera plus tard. C'est mieux. Et donc là, on fait un petit vide. Et donc là, on va parler en 8, partage des biens. Donc le partage des biens, vous êtes marié avec une personne, donc vous décidez de divorcer. Donc là, il faut aussi voir comment l'autre va vivre. Donc vous êtes marié, donc vous êtes deux, donc vous avez des biens ensemble. Et donc vous décidez de divorcer. Donc, vous décidez de divorcer, mais vous savez que vous avez tant de biens. Par exemple, si une personne, la personne avec laquelle vous divorcez, vous avez par exemple 4 biens. Vous avez par exemple 4 immeubles, 4 appartements, ou des villas, ou des dizaines de villas, je ne sais où. Enfin bon, là, j'extrapole un petit peu. Mais si vous savez que vous pouvez vous en sortir, ou même si par exemple, on est dans le cas extrême, vous savez que vous n'avez qu'un seul bien avec la personne. Vous n'avez qu'un seul bien avec la personne. Donc, lorsque vous décidez de divorcer, vous allez vous retrouver sans rien parce que la personne, donc la mère de vos enfants ou la femme qui est seule avec laquelle vous divorcez, va récupérer votre bien. Donc, l'appartement, si c'est vous qui avez payé ou vous êtes deux à avoir payé, mais vous savez que c'est la femme, voilà. Parce qu'il y a des rumeurs qui traînent comme quoi la femme récupère tout au niveau des tribunaux. Ce n'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Les hommes ont de plus en plus de droits, surtout lorsque l'on voit que les femmes aujourd'hui
on peut le voir que les femmes sont de plus en plus, certaines femmes, pas les femmes, certaines femmes sont de plus en plus défaillantes. Je dis les femmes, c'est parce qu'en fait, j'étais en train d'extrapoler dans ma vision. Donc, on voit que certaines femmes sont défaillantes par rapport à l'éducation et la sécurité des enfants. Donc, lorsque vous divorcez, que vous laissez votre bien à la femme, elle peut en jouir à condition de bien l'utiliser, par exemple pour les enfants ou pour autre chose. Le partage de biens, à ce moment-là, contrat ou pas contrat, ne se fait que s'il y a un intérêt positif. Retenez cela, surtout devant les magistrats. Un intérêt positif. L'intérêt positif signifie que vous vous délestez d'un bien, mais ce bien va aller avec la femme, même si vous continuez à payer ce bien, à condition que ce bien soit utilisé pour X et X raisons. On comprend X et X raisons. Cela signifie les enfants. Donc, positivité, utilisation positive. Donc, les biens vont être utilisés pour que les enfants puissent être toujours dans le même cadre. Les mêmes collèges, les mêmes lycées, même crèches. Je ne sais pas à quel âge ont vos enfants. Si vous décidez de divorcer, je ne sais pas. Comme je ne sais pas, j'extrapole. Bon, enfin bref. Cessons la plaisanterie. Donc, le partage de biens, c'est positif, uniquement positif. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit devant la magistrate. Souvent, ce sont des femmes, hein, des magistrates. Donc, quand j'entends des conneries du genre « Oui, je suis allée divorcer, j'ai pris un avocat, c'était un homme. » C'était un homme, donc voilà, je me suis fait baiser par 5 femmes en face, parce que si j'avais pris une femme, j'aurais peut-être une chance et de m'en sortir. Bon, non, c'est des conneries, tout ça. C'est juste, vos avocats sont des connards et ils vous disent pas les choses parce qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ne comprennent. D'ailleurs, quand je dis aux avocats qu'ils sont bêtes, ça les fait rire. C'est normal que ça les fasse rire. Tu veux sortir quoi comme argument quand je te dis ça? Bon, enfin bref. Alors, on passe tout de suite en 9, donc votre responsabilité. Donc là, avant de divorcer, il va falloir prendre une feuille. Prenez une feuille, un crayon, et ensuite, vous allez faire le bilan, en fait. Faire le bilan avant de divorcer, voilà, c'est le bilan. Vous faites le bilan de ce que vous voulez, le plus, le moins, le pour, le contre, tout ce que vous voulez, quoi, les clubs d'échangistes, et tout ce que vous voulez, enfin, tout ce que vous attendez, tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce que vous avez eu, tout ce que vous n'avez pas eu. Enfin, bon, bref, vous faites vraiment votre truc. Le chien va partir à qui, le chat va aller où, faites votre truc. Faites votre responsabilité. Et les enfants, souvent, ça... Et oui, j'avais oublié les enfants, c'est vrai, j'ai parlé du chat, du chien et tout, c'est vrai, les enfants, ça passe après, hein. C'est vrai, hein, ça passe après. Donc, en 10, on passe en conseil en magistrature. Donc, quand là, j'en ai parlé un petit peu plus haut, mais bon, je dis, donc, au moment, si vraiment vous arrivez jusqu'au bout, lorsque vous décidez de divorcer, vous arrivez jusqu'au bout, donc là, vous allez vous retrouver au tribunal. En fait, c'est pas vraiment un tribunal, c'est plutôt un bureau, on va dire ça comme ça. Donc vous allez avoir la magistrate en face, peut-être plusieurs laquais autour. Et non, en fait, vous allez peut-être avoir un aparté avec la personne, enfin la magistrate. Donc vous essayez un petit peu d'être cool. Bon, d'exposer un petit peu sans rentrer dans le drama, quoi, parce que franchement, exposer sa vie, la mère, elle a autre chose à foutre, quoi, que de vous écouter raconter votre vie pour la énième fois, quoi. Sachant que c'est la cour des miracles et que la plupart du temps, on entend des conneries du genre oui, ouais, il a payé pour 200 balles de parfum à sa maîtresse et moi, mais mes gosses et tout, on crève de la faim et tout. Bon, ça va. Bon, si vous faites ça, conseil, reconnaissez-le. Ouais. Conseil, reconnaissez.
dites oui, je dépense tant d'argent pour ma maîtresse. Et je vous dis pas ça pour vous faire un coup de pute par derrière. Non, sérieusement. Non, faites-le. N'allez pas trop loin. Bon, genre, si vous allez payer, je sais pas quoi, 1 000 € la soirée pour vous faire fouetter, n'allez pas raconter des conneries comme ça. Non, sérieux. Mais, par exemple, si vous avez eu des moments d'égarement où vous avez décidé de, voilà, par exemple, de mettre 500 balles sur la, 500 balles sur la table pour une femme, pour une prostituée, vous le dites. Voilà, j'avais besoin de me détendre, j'avais besoin de voir quelqu'un d'autre. Oui, j'ai mis et j'ai pas donné à manger à mes gosses. Je regrette, j'ai fait cela, je regrette, j'ai fait cela. C'est du passé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recommencer. Ça veut dire que dans ce moment-là précis, vous reconnaissez les faits. Voilà. Quand on reconnaît les faits, c'est déjà une bonne étape. Bon, ça nous évite beaucoup de fatigue, parce que franchement, ça fatigue les gens. Ensuite, il se peut aussi que vous soyez dans certaines situations, lorsque vous décidez de divorcer, que vous ayez des magistrats en face qui vous disent que vous êtes en train de faire perdre du temps. Vous faites perdre du temps aux gens. Donc, que votre décision de divorcer soit une perte de temps par rapport à ces personnes-là. Donc, il se peut aussi que vous soyez rejeté, parce que des fois, il y a des personnes qui veulent divorcer, mais elles ne savent pas pourquoi leur dossier tarde. Vous voulez divorcer vite, il y a des solutions pour divorcer très vite. Je peux vous les donner, mais ça va vous coûter au moins 5 000 €. Oui, je vous donne la solution en 10 secondes, mais c'est 5 000 €. Bon, enfin bref. Il y a aussi, donc là on était en 10, en 11, ensuite là on passe à 12, 11 c'était divorce inutile, donc 12 faire un break. Donc faire un break, ça veut aussi dire, c'est quand on croit qu'on veut divorcer, il y a des gens, ils veulent divorcer, mais jamais ils n'ont pris un break. Mais ça, c'est hallucinant, quoi. Genre, tu veux divorcer, genre, je me la joue super jeune, quoi. Dès que je dis genre, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moi. C'est très agréable comme sentiment. Enfin, bon, je préfère être aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Enfin, bref. Donc, oui, c'est très amusant. Lorsque vous décidez de divorcer, c'est vraiment intéressant de faire un break, parce que des fois, on pense qu'on a envie de divorcer alors qu'en fait, on a juste besoin de faire un break. Faire un break, ça veut dire simplement prendre tes bagages. Alors, aujourd'hui, tu as décidé de divorcer, mais commence par prendre tes bagages. Tu prends tes baluchons, que tu sois l'homme ou la femme, tu prends tes bagages, tu te prends une réservation chez Air France, prends le premier vol pour l'île Maurice ou la Thaïlande ou Bali. Et tu pars, ou alors, franchement, solution aussi qui est pas mal, Miami. Franchement, prends le premier vol et tu pars loin, genre 10 heures minimum en vol. Oh, la taxe carbone. Oh mon Dieu, le bilan. Oh mon Dieu, oh. Ouais, ok. Bon, enfin, bref. Prends-toi 10 heures de vol par une bonne compagnie. Hein. Va pas prendre je sais pas quoi, là. Genre Emirates, n'importe quoi. Prends-toi 10 heures de vol. Prends ton baluchon. Prends pas de bagages en soute. Prends juste des maillots de bain, des t-shirts, des rechanges le dessous, des tatanes, des baskets. Enfin, je sais pas. Prends ce qu'il faut et puis barre-toi à l'autre bout du monde. Et là, tu vas me dire, mais putain, je bosse.
Je bosse. Je peux pas partir n'importe quand. En plus, j'ai pas de rond. Alors, déjà, pour l'histoire de l'argent, tu n'as pas d'excuse. Parce qu'il y a énormément de solutions de facilité qui sont proposées. Donc, par exemple, chez Air France, tu as des solutions de facilité en 4 fois qui sont proposées. Donc, tu peux partir à l'autre bout du monde et payer à ton rythme. Surtout si tu pars en Thaïlande, mon Dieu, tu vas payer la misère. Hein. Donc, écoute, prends ton baluchon et pars à l'autre bout du monde. Tu vas avoir d'autres civilisations, d'autres façons de vivre. Tu vas être loin de la vieille, loin de la bonne femme, et puis tu te barres. Et toi, la femme, tu vas être loin du vieux, loin du connard, loin du con. Barre-toi, barre-toi. Prends ton baluchon et casse-toi. Et bien, comme tu es une femme, évidemment, tu vas prendre ton baluchon, valise, cabine, sac à dos, sac à main, valise en soute. Donc, allez, il prend tout, il prend la maison, barre-toi, barre-toi vite. Franchement, barre-toi. Et même si t'as pas beaucoup de ronds, crois-moi, ça va. Tu parles avec ta banque juste avant, t'appelles ta banque et puis tu leur dis, bah écoutez, je pars à l'étranger, voilà, je sais pas comment ça va se passer et tout. Voilà, simplement, je vais faire des dépenses à l'étranger et puis bon, bah voilà, m'emmerdez pas et puis je reviens dans 4 semaines. Voilà, tu pars et tu fais ça. Et ça va bien se passer. Sauf que quand je dis que ça va bien se passer, il y a jamais un truc qui va vous mettre bien profond derrière. Quand je dis ça va bien se passer, c'est dans le sens positif. Quand je dis ça. Ok? Voilà, donc on a traité le 10 conseils en match rassure, 11 divorce inutile, 12 faire un break et 13 on attaque le 13 donc spirituel. Donc là, je conseille à toutes les personnes qui veulent quitter la vidéo tout de suite parce qu'elles sont très pressées ou parce qu'elles ont entendu suffisamment de choses qui les posent problème, qui les dérangent et tout ça, c'est pas assez construit, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, je vous conseille de partir tout de suite parce que là, ce qui va arriver là, ça va aller très dans un contresens de ce que vous pensez. Donc là, on attaque le 13. 13 spirituel. Donc 13 spirituel. Si vous avez un sentiment, donc vous êtes en couple depuis un certain temps, je ne sais pas quelle origine vous êtes, je ne veux pas le savoir non plus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on divorce. Parfois, il peut arriver qu'un divorce ou l'idée de divorcer arrive parce qu'il y a eu des choses contre vous. Déjà à l'origine, avant même que vous soyez mariés, ces choses-là, vous les avez vues. Donc, vous les avez vues, vous les avez ignorées, vous avez quand même continué. Et tous les conseils qu'on vous a donnés pour vous protéger, protéger votre couple, protéger vos futurs enfants, protéger le fait d'avoir ou pas des enfants, vous avez eu tous ces signes. Par exemple, la tante qui vous dit « Ah, mais toi, t'auras jamais d'enfants, hein? T'es trop maigre. Toi, t'auras peut-être 5 enfants, mais franchement, parmi tes enfants, la plupart, ils finiront en prison, quoi. Franchement, ouais. Tu vois, ce genre de choses, vous les avez entendues plusieurs fois. Des mauvaises phrases, des mauvaises paroles, des choses, des malédictions qui ont été dites sur votre couple avant même de vous marier. Et lorsque vous étiez mariés, silence radio, plus personne. Et à chaque fois qu'on vous a invité, c'était juste pour vous rabaisser et pour vous dire que l'autre cousin a réussi plus que vous. L'autre sœur a réussi plus que vous. Et en fait, quand vous avez cru à tout ça, mais lorsque vous faites le recul par rapport à votre couple et que vous regardez tout ça, tout ce qui a été dit par rapport aux autres qui réussissaient plus que vous et tout ça, vous vous rendez compte que finalement, vous avez réussi plus que les autres. Mais vous vous êtes conforté dans cette idée-là. Parce que spirituellement, vous vous êtes bloqué. Quand je dis spirituel, c'est vous-même. Hein, je ne parle pas de spiritualité autre, je viendrai plus tard. Donc, vous vous êtes bloqué par rapport à tout ça. Mais vous n'avez jamais rien fait non plus pour vous débloquer. Par exemple, quand on vous dit d'aller prendre un bain de sel, un bain de mer et tout, en vous purifiant, en faisant une petite prière, vous pensez qu'il suffit de faire une petite prière et de dire je ne sais quoi, et ça y est, vous êtes purifié. Non, ça se passe pas comme ça. C'est
Quand on se marie, il faut déjà faire une bénédiction. Lorsqu'on divorce, on fait une bénédiction. Encore plus que lorsqu'on se marie. Parce que, en fait, quand on divorce, c'est qu'on a passé un moment important avec une certaine personne. On a fait un trajet avec une personne. Et cette personne nous a permis de grandir. Vous étiez neutre et vierge. Lorsque vous vous êtes mariés, vous êtes mariés. Et cette personne vous a permis de connaître certaines choses. Et ensuite, vous divorcez. Donc, cette personne vous permet vraiment d'exploiter le maximum de ce que vous êtes. De ce que vous êtes. C'est une bénédiction. Donc le bonus, c'est vraiment, avant le bonus, c'est le spirituel. Le spirituel, donc en 13, le spirituel, c'est vraiment essayer de se comprendre, essayer de se connaître, essayer de savoir en fait ce qui se passe autour, d'analyser le comportement des personnes qui sont autour de vous. Quelles sont ces personnes qui sont autour de vous? Dans quel genre de milieu avez-vous évolué? Quels sont les gestes, les signes, les regards qui se sont posés sur vous depuis votre enfance, pas depuis votre mariage, ni depuis votre enfance jusqu'à maintenant. Durant votre mariage, comment les gens se sont comportés? Durant la cérémonie, ensuite après cérémonie, parce que je pense que vous avez fait des danses, des machins comme ça quand vous vous êtes mariés. Moi, je n'ai pas fait ça lorsque je me suis mariée. Déjà, un mariage en blanc, chez moi, non, ça n'existe pas. Je ne me marie jamais en blanc. Et ensuite, le tapage au mariage, chez moi, non. Mais ça, c'est personnel. Ça n'existe pas chez moi. C'est pas, enfin, la famille, après, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils n'ont pas pensé, personnellement, ça m'est complètement égal quand je vois le résultat aujourd'hui. J'en ai rien à foutre. Quand tu te maries, c'est quelque chose qui est personnel. Lorsque tu te maries, tu te lies avec une personne, tu peux avoir envie d'amener d'autres personnes dans ton mariage. Le problème qui se pose à moi par rapport à vous, c'est que lorsque vous vous mariez, vous avez tendance à mettre énormément d'argent sur la table. Et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Parce que je pense que j'ai raison. Lorsque vous décidez de vous marier avec une personne, vous mettez énormément d'argent. Et je parle de personnes qui sont issues aussi de la très haute bourgeoisie, des gens qui ont énormément d'argent, des gens qui sont de la petite bourgeoisie et les gens qui sont en dessous, dans la petite moyenne bourgeoisie, et des gens qui sont en dessous aussi de la petite pauvreté bourgeoisie et des gens qui sont encore plus en dessous, c'est-à-dire que des personnes qui ont très peu de moyens, mais qui vont contracter pour le mariage. Et ça, je ne suis pas d'accord parce que prendre 15 000, parce que c'est ce que vous faites, quand je pense que les personnes qui m'écoutent sont issues de différents milieux, mais on va partir de la base. Donc, vous allez contracter donc 15 000 balles pour un mariage, pour des gens qui finalement sont pas très intéressants. 15 000 balles. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela représente? Pour votre robe de mariée, vous allez mettre 5 000, souvent. Entre 2 000 et 5 000, souvent. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour une robe que vous allez porter une fois? C'est pas intéressant. Je n'encourage pas non plus par cela à acheter chinois. Bien que je n'ai rien contre acheter chinois. Les Chinois ne sont pas des chiens, ce sont des humains, ce sont des gens qui travaillent bien plus dur que vous, ce sont des gens qui font des sacrifices, ce sont des gens qui ont de petites mains, donc qui ont le souci souvent des détails, sans stigmatiser, sans préjuger. Est-ce que vous pensez que 15 000 balles pour un mariage, c'est vraiment intéressant? C'est vraiment perdre énormément d'argent pour peu de choses.
Et souvent, les personnes qui sont là sont vraiment des personnes qui s'ennuient. Et vous pensez qu'en invitant ces gens-là vont donner. Et dans la bourgeoisie haut, on invite souvent des gens en fonction de leurs revenus. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas invité. Contrairement à ceux qui sont en bas. Tout le monde est invité. Ceux qui sont en haut, tout le monde n'est pas invité. En haut, ceux qui sont invités, ce sont ceux qui sont capables de faire des chèques. À 4 chiffres, minimum. Très souvent. Et s'ils le font pas, bon, il y a souvent des listes, mais bon, ça c'est secondaire. En général, tu donnes à 4 chiffres et après, il y a une liste. Après, si tu veux faire un petit cadeau en plus. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Alors, je donne le bonus parce que là, je ne peux pas aller plus loin sur ce sujet parce que là, ça va être trop long, trop long. On est déjà à 50 minutes. Moi, je pensais faire un truc de 20 minutes. On est déjà à 50 minutes et en plus, on est... Punaise. On est juste dans l'introduction, en fait. Donc, allez, Voilà, et en fait, je voulais parler de mes parents parce que là, là, on a terminé parce que là, enfin, on a parlé que de l'introduction. Donc, comme je vous ai dit, donc là, on va continuer. 2 minutes. Donc, en bonus, je vous ai dit que j'allais parler de la séparation productive et la séparation négative. Simplement, juste avant, je voulais vous dire que mes parents, ça fait 30 ans qu'ils veulent divorcer. Est-ce que, sincèrement, vous avez déjà vu des personnes mettre 30 ans à divorcer en France? Non, je pense que c'est un record. C'est un record, hein. 30 ans pour divorcer, je pense que même les magistrats, ils auraient franchement, franchement, ils se seraient couchés, ils auraient dit, ah, c'est bon, allez, prenez ce que vous voulez, chacun de votre côté, choisissez, je vous fous les dossiers et vous prenez le crayon et puis vous ratifiez vous-même, vous signez vous-même à mon nom. Voilà, je pense que n'importe quel juge aurait fait ça parce que là, on est vraiment à un niveau de conneries et de... Bon, de la part de mes parents, je pense que c'est vraiment ça, c'est n'importe quoi. Ça va trop loin. Et quand on ne veut pas divorcer, effectivement, ça peut mettre 30 ans, mais pendant 30 ans, tu pourris la vie de tout le monde, quoi. Tu pourris la vie des enfants. Tu pourris la vie des petits-enfants. Tu sépares la famille et tu fais n'importe quoi, quoi. Pendant 30 ans, tu fais ça. Voilà, 2 parents irresponsables. Voilà. Quand on a 2 parents irresponsables, quand on a 2 parents qui sont en fait des enfants, ça se passe comme ça pendant 30 ans. Voilà. Et non, n'allez pas construire des trucs en disant que oui, elle est comme ci, comme ça, parce que... Non. Ah, non, j'ai trop d'angles de vue. On peut pas m'avoir comme ça. Donc, en fait, voilà, là, c'était un petit bonus. Et donc, le bonus, en fait, le vrai bonus en 14, donc c'était vraiment en 14, donc c'était la séparation productive et la séparation négative. Donc, lorsque l'on divorce, il faut que le divorce, il soit positif et jamais que le divorce soit négatif. Donc, quand on divorce, c'est toujours pour prendre plus. OK? C'est jamais pour prendre moins, selon où vous vous placez et selon l'angle de vue par lequel vous décidez d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Après, il y a le divorce qui est productif. Le divorce qui est productif, c'est-à-dire que vous allez ressortir avec vos deniers. C'est-à-dire ce que vous avez misé, vous repartez avec ça. Si vous avez fait des contrats, pas contrats, bon, peu importe. Peu importe. Vous ressortez avec ce que vous avez misé au départ. Vous avez le divorce négatif. Le divorce négatif, c'est-à-dire que vous repartez une main devant, une main derrière. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait de contrat et vous n'avez pas été bien conseillé. Ça peut arriver si vous n'êtes pas intelligent et que vous vous mariez parce que vous avez vu que la fille, elle était belle, qu'elle avait des grosses fesses et je ne sais quoi, vous êtes marié, ou alors vous vous êtes fait dans la prostitution sociale et donc vous avez cru que en vous mettant avec une personne qui est dans le même milieu social que vous alliez y gagner. Or, non, ça ne se passe pas toujours comme ça.
Il faut vraiment garder la tête très froide, surtout dans ce genre de situation. Lorsque vous décidez de vous marier, il faut aussi penser, il faut penser aussi à l'avenir des enfants qui vont arriver dans votre mariage. S'il n'y a pas eu d'enfants, bon, c'est moins grave, je dirais. Si vous devez laisser vos deniers, je ne sais quoi, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez réussi à construire 1 million d'euros de patrimoine, bon, vous saurez reconstruire. Ou alors, vous ne reconstruisez pas, mais vous allez garder un certain, voilà, un certain état d'esprit qui peut intéresser, par exemple, d'autres personnes. Donc, vous pouvez, même dans votre entourage, conseiller d'autres personnes. OK? Bon, allez, j'arrête là, je vous laisse là. Allez, je vous souhaite belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle continuation et surtout de magnifiques divorces. Et surtout, beaucoup de mariages magnifiques. Et beaucoup de vie en commun aussi. Magnifique, magnifique. Beaucoup de concubinage aussi. Magnifique. Et peu importe si vous êtes en couple, homme, femme, 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 homme, homme. Peu m'importe. Soyez heureux. C'est tout ce qui m'importe.